Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'IA générative a trouvé sa place dans l'assurance, assistance aux conseillers, analyse de documents, gestion des sinistres et de la fraude, bien sûr. Les cas d'usage se multiplient et les expérimentations ont laissé la place à des déploiements réels. Mais qu'en est-il vraiment concernant l'IA agentique? Où en est-on dans l'assurance? C'est l'objet de cette émission, au-delà de l'IA générative, la rupture agentique. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Hébert. Bonjour Isabelle. Bonjour Luc. Vous êtes directrice data, engagement, marketing et stratégie, membre du comité exécutif d'Alliance France. Merci d'être avec nous. Mon plaisir. Et puis Maxime Paul. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes Chief Data Scientist chez Shift Technologies. Merci pour cet échange. On va parler d'IA agentique. Mais d'abord, Maxime, dites-nous vraiment, quelle est la différence entre l'IA générative et l'IA agentique? Eh ben c'est vrai que la différence, elle n'est pas forcément très claire auprès de tout le monde. On va basculer d'un monde où l'IA générative, on va être sur un modèle qui va répondre, on peut lui poser une question et il va nous donner son avis, il va nous donner de l'information. Là où l'IA agentique, on va lui ajouter d'autres capacités, au-delà de la partie réponse. On va avoir une faculté de raisonnement qui va pouvoir interpréter la réponse et en déduire d'autres réponses et itérer de pas à pas. Et on va également avoir toute une série d'outils. Et donc, quand on va construire un agent, il va falloir bien considérer la partie IA générative. Un agent contient un modèle de langage large, contient également une partie cognitive et une partie d'outils, ce qui va lui permettre non seulement de répondre, mais également d'agir, de pouvoir envoyer un email, rechercher sur Internet, appeler des API. Et donc, c'est ça la vraie transformation, de passer d'un modèle qui répond à un modèle qui va être en capacité d'agir. Donc c'est la capacité d'action. Vous avez cité quelques exemples, mais vous en avez un autre qui est flagrant, qui nous démontrerait la différence entre les deux univers. Si on prend par exemple un monde sur du traitement de documents, qui est un cas assez classique qu'on utilise aujourd'hui de l'IA générative, on va utiliser un modèle d'IA générative quand on va recevoir un document pour déterminer quel est le type de ce document. Et donc on va faire un premier appel à une IA générative avec le contenu du document en lui demandant quelle est la catégorie de ce document. Est-ce un email d'information? Est-ce une facture? Est-ce un formulaire? Et à partir de ça, on va déterminer ensuite quels sont les champs qu'on va vouloir extraire de ce document pour aller récupérer par exemple la date de la facture, le montant de la facture. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui assez largement en utilisant de l'IA générative. La bascule vers un agent, ça va être de ne pas avoir un appel pour faire de la classification, puis un appel pour faire de l'extraction de données. Ça va être de fournir à l'agent directement les documents, et l'agent, il aura dans son modèle de raisonnement une explication des types de documents qu'on peut avoir dans le monde de l'assurance, de types d'informations qui peuvent être importants, mais qui vont être plutôt une description métier de ce qu'on veut en faire, et l'agent spontanément va chercher dans les différents documents les différentes informations et les traiter, et de façon itérative et tourner entre les documents avant de fournir cette information. Et donc au lieu d'être sur une vision un petit peu pas à pas sous forme de chaîne, on dit étape 1, je fais de la classification, étape 2, j'extrais l'information et ensuite c'est fini. On va être plutôt sur un cycle continu où l'agent va itérer et va être capable de tourner autour des documents jusqu'à arriver au but qu'on lui a fourni, qui est de récupérer l'information. Isabelle Hébert chez Alliance France, c'est quoi la différence en termes de cas d'usage peut-être, ou en termes d'histoire de l'IA générative versus l'IA agentique? Alors peut-être dire, ce sont vraiment deux choses différentes, mais on n'a pas deux univers d'équipe qui font l'IA agentique d'un côté, l'IA générative de l'autre. D'ailleurs, le grand-père de l'IA agentique et de l'IA générative, ça pourrait être la StatMat. Ça serait l'arrière-grand-père. Le grand-père, ça serait le scoring et la modélisation, ce qui est quand même un truc qu'on connaît très très bien dans l'assurance. Et puis ensuite l'IA générative et l'IA agentique. Donc peut-être dire que même si ce sont des choses différentes, en tout cas chez nous, c'est les mêmes gens qui le font, et c'est même des gens, c'est une équipe interne. Pour nous, c'est très important parce que justement... C'est du 100% fait maison. C'est du 100% faire maison, avec une équipe très jeune et très performante, et qui grandit avec l'évolution des solutions. Ça, je pense que c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que ils ont commencé à faire des scoring anti-churn ou des scoring de cross-sell, et puis on est arrivé sur de l'IA générative avec des solutions pour les équipes commerciales, et maintenant on va sur de l'IA agentique. Et donc c'est des solutions différentes faites par des gens qui apprennent en construisant. Et si je prends un exemple, un produit qu'on a d'abord lancé qui s'appelle Ask Me, toute la suite des solutions d'intelligence
intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou agentique, chez nous s'appelle Ask. Et finalement, c'est un peu ça l'IA. Et donc, d'abord, c'est parti d'une solution pour des souscripteurs où le souscripteur pouvait poser des questions pour avoir des précisions sur les guides de souscription et donc sur les conditions pour souscrire. Et puis, on l'a déployé aux équipes commerciales. Et au début, c'était des produits assez simples. Et donc, on posait une question et en utilisant le guide de souscription de façon assez linéaire, comme un search replace, et ben on arrivait à apporter une réponse. Et puis on est arrivé, donc ça c'était, on va dire, quand on travaillait sur des produits auto. Et puis on est arrivé on veut faire la même chose avec la MRH, l'assurance habitation. Et c'était pas aussi simple que ça parce que au-delà de poser une question, est-ce que cette chose-là, par exemple, est-ce que une montre est couverte dans mon assurance habitation? Alors est-ce que la montre c'est une montre à 10 € de mon fils achetée au marché, ou est-ce que c'est une collection de Rolex? Et donc c'est pas la même chose. Et donc la réponse peut pas être immédiate et straightforward. Et donc il faut avoir des étapes et donc un système de raisonnement qui permette de déterminer avec des conditions et des questions, est-ce que c'est la montre à 10 € ou est-ce que c'est la collection de Rolex? Donc on est parti d'une solution qui était entre guillemets simplement générative et à laquelle on complète avec des briques agentiques au fur et à mesure qu'on raffine la solution. Mais encore une fois, c'est les mêmes équipes et deux, c'est pour le même besoin client. Et sur la partie agentique, c'est fait maison aussi également, où vous appuyez? C'est fait maison. Ouais. Et je dirais que c'est même une philosophie un peu alliance, même si on a un partenariat au niveau mondial avec Anthropic, mais c'est une philosophie maison que de développer des solutions nous-mêmes. Alors évidemment, quand on en a besoin, parce que ça permet d'aller plus vite ou que c'est plus pertinent, on prend des solutions de marché. Pour nous, ce qui est vraiment important, c'est est-ce que la solution va apporter une intelligence, une intelligence particulière d'alliance qu'on ne veut pas partager, une propriété intellectuelle. Et à ce moment-là, c'est vraiment tout fait maison. Alors, on va passer, bien sûr, très rapidement sur cette explication entre les deux. On va parler d'IA agentique, c'est l'objet de notre échange, mais on a quand même demandé pour voir si l'IA générative était lucide elle-même. La différence entre l'IA générative et l'IA agentique, on l'a demandé à Claude. Alors, Claude nous répond, l'IA générative crée du contenu à la demande, texte, image, analyse, tandis que l'IA agentique agit de manière autonome dans la durée, enchaînant des tâches, interrogeant des systèmes et prenant des décisions pour atteindre un objectif sans intervention humaine à chaque étape. ChatGPT, lui, est beaucoup plus concis, mais dit globalement la même chose. L'IA générative produit, l'IA agentique agit. C'est un petit peu ce que vous disiez, Maxime, tout à l'heure. C'est vraiment la grande différence entre les deux. Très exactement. Et il y a un point d'ailleurs à noter, c'est que là, je ne suis pas convaincu que vous ayez une réponse purement générative. On va être sur des systèmes qui vont être allés déjà faire des recherches sur Internet. Et c'est typiquement la différence qu'on voit dans les modèles actuels quand on utilise ces outils de chat en ligne. Il y a un an, on leur posait des questions sur des faits d'actualité et ils répondaient à côté de la plaque parce qu'ils avaient été entraînés sur des données arrêtées à une certaine date. Maintenant, leur donner la faculté d'aller chercher sur Internet, leur dire de façon spontanée, attention, ce n'est pas quelque chose que tu as appris, il faut aller le chercher de cette façon sur Internet. Déjà, c'était les prémices d'aller vers de l'agent. On a dit que l'IA générative était une révolution. Est-ce que l'IA agentique est une simple avancée technologique ou une révolution, Maxime ? De mon point de vue, c'est une vraie révolution. On est sur un changement de paradigme. Depuis des années, dans le monde de l'assurance, on a voulu avancer, comme signalé par Isabelle, on était sur une volonté d'automatiser beaucoup de choses, de travailler sur des modèles de scoring, sur du machine learning, sur du deep learning, puis ensuite sur de l'intelligence générative. Pour faire cela, on a découpé les différents process. On est quand même sur des choses qui sont très cadrées dans l'assurance. On a des contraintes assez claires. On sait ce qui doit être fait. Typiquement, quand on doit gérer un sinistre, on sait quelles sont les décisions. On sait qu'on doit décider si un objet est couvert, pas couvert. Et donc, on est capable de découper en différents process pour pouvoir aller construire soit, il y a quelques années, des robots, soit ensuite des modèles de deep learning, soit maintenant de l'IA générative. La bascule dans un monde d'agents, elle va transformer complètement cette vision. On n'a plus besoin d'avoir une étude très poussée des process et de faire un découpage quelque part mathématique sous forme de process et de ce qu'on va appeler des BPM, donc c'est-à-dire des graphiques, des espèces d'arbres de décision où on va dire étape 1 il faut faire ça, puis ensuite étape 2 il faut faire ça, qui sont très coûteux en termes d'expertise métier pour aller décrire ces arbres de décision, pour savoir comment je bascule déjà, est-ce que c'est un bien mobilier, pas mobilier, et puis ensuite, est-ce qu'il est couvert, pas couvert, et d'avancer comme ça. C'est des choses qui étaient très coûteuses à définir d'un point de vue concept, mais également à coder.
La bascule vers un monde agentique va transformer complètement la vision qu'il faut apporter, et on a plus un besoin de description métier, de qu'est-ce qu'est un sinistre, de comment traiter des sinistres, de fournir des exemples, et de laisser l'agent de lui-même construire en fait ces petits arbres. Et donc ça transforme complètement la façon dont on automatise aujourd'hui nos process, d'un monde où on doit les découper, on doit les définir pour ensuite tâche par tâche les automatiser, à un monde où en fait on fournit à un agent une expertise métier qui va de lui-même reconstruire ce process. Alors, on va vous donner quelques chiffres. Tout à l'heure, on a fait une enquête auprès du secteur de l'assurance pour voir où nous en sommes, au-delà de vos témoignages. On va avoir quelques cas d'usage concret de l'IA agentique. Mais avant cela, j'aimerais qu'on évoque Maxime et Isabelle, bien sûr. Est-ce qu'il y a des prérequis technologiques, je ne sais pas, à l'usage efficiente, bien sûr, de l'IA agentique ? Bien évidemment, et pour reprendre l'exemple du cas de gestion de sinistre que je mentionnais, lorsqu'on travaille avec de l'intelligence artificielle générative, on a déjà un process qui est défini par étapes, dans lequel ces étapes sont contrôlées. Et donc il y a déjà un contrôle soit humain, soit un contrôle qu'on va appeler déterministique, donc un morceau de code qui est factuel, et qui va dire dans ce cas-là il faut faire ça, c'est obligé. Quand on va basculer sur un monde avec un agent, l'agent il va être moins déterministe. L'agent on va lui donner ce qui s'appelle dans le langage agentique des skills, donc des capacités, et on va lui décrire comme du texte libre, sous forme de texte libre, en lui disant si le montant est de plus de je sais pas, 10 000 euros ou 100 000 euros, il faut faire intervenir un expert ou il faut aller faire ce process, mais on va être sur une description textuelle. Et donc, D'accord. Il y a un vrai risque de laisser l'agent libre de se dire, dans ce cas-là, je ne veux pas appliquer ça. Et donc, l'approche dans le monde agentique va être de rajouter ce qu'on va appeler des garde-fous. Et donc, des garde-fous qui peuvent être à la fois d'autres agents. Donc, on travaille aujourd'hui, nous, sur des solutions où, avant de laisser l'agent décider, un autre agent va juger de la pertinence de la décision de l'agent et de dire, est-ce que c'était vraiment intéressant, nécessaire, est-ce qu'il n'est pas parti un peu trop loin? On a d'ailleurs beaucoup d'exemples aujourd'hui sur Internet de gens qui jouent avec des agents qui sont mal paramétrés et qui leur font faire d'autres choses que ce qui était prévu. Donc on a des agents comme garde-fous d'agents eux-mêmes, mais on a aussi des garde-fous qu'on va appeler déterministes. Dans un cadre, par exemple, on va vouloir dire... Je prenais l'exemple d'un montant élevé. Un montant élevé, on va vouloir systématiquement avoir une validation. Aujourd'hui... Une validation humaine. Et donc ça va être des contrôles qui vont être en aval de l'agent, en disant quoi qu'a décidé l'agent, si l'agent a décidé de faire un paiement au-delà de tel montant, on va ne pas l'autoriser et demander à un humain d'intervenir. Isabelle, est-ce qu'il y a des prérequis concrètement pour développer l'IA agentique? Alors, moi, j'aime bien dire, il n'y a pas un truc qui s'appellerait l'IA et puis l'IA agentique qui serait au-dessus, qui flotterait en apesanteur de l'entreprise Allianz ou Allianz France. En fait, l'IA, elle peut travailler que si elle a de la matière pour travailler. Oui. Et donc, la première chose qui est importante, c'est vraiment la data et c'est ce qu'elle peut interroger. Pour l'instant, aller chercher de l'information. Demain aussi, écrire à l'intérieur de la data. Donc nous on a une vision où on a en bas on a nos systèmes de gestion, tous nos systèmes sources, ce qu'on appelle le hard IT, l'IT traditionnel, celui avec lequel on a toujours travaillé, on travaille toujours, où il y a nos systèmes historiques, nos nouveaux systèmes, voilà, on va dire le gros de la machine, le gros du système. Et puis au-dessus, on a ce qu'on appelle dans notre langage le soft IT, où nous on regroupe le digital et l'intelligence artificielle dans ces deux composantes génératives et agentiques. Donc pour nous, il y a en bas les gros systèmes de gestion traditionnels. Au-dessus, il y a la couche soft IT avec le digital et la partie IA. Et puis au milieu, sans doute le plus important fondamentalement, la partie data. La partie data, c'est ce qui fait remonter et redescendre l'information à partir des gros systèmes sources et qui permet ensuite à la couche supplémentaire du soft IT de l'exposer et de le montrer aux gestionnaires de sinistres, aux commerciales ou aux clients. Donc pour nous, le premier prérequis, c'est un peu ce système en 3 couches. D'accord. Avec les systèmes lourds, on va dire traditionnels, la data et les systèmes d'exposition et de travail par l'IA.
Donc ça, je pense que c'est une première brique importante. Et puis alors, une autre chose qui est importante nous, dans le prérequis, dans la façon dont on réfléchit, c'est qu'il y a un peu les solutions verticales, donc les équipes dont je parlais tout à l'heure qui construisent des solutions d'IA générative et d'IA agentique, qui les construisent, on va dire, pour 100% du métier commercial, 100% du métier gestionnaire, 100% du métier LCBFT. Donc ça, ce sont des solutions industrielles qui sont déployées à grande échelle. Et puis, il y a la partie, on va dire, horizontale de l'IA, ce que nous on appelle le self-IA, qui est on donne des outils pour que chacun des collaborateurs, indépendamment de ceux qui les construisent pour l'entreprise, puissent développer leurs propres composantes, voire leurs propres agents à l'intérieur d'un bac à sable. Donc le premier prérequis, c'est la data, et le deuxième prérequis, c'est vraiment la différence entre le vertical, les solutions d'IA à grande échelle industrielle, et le self-IA. C'est très clair. Maxime faisait référence tout à l'heure, Isabelle, au contrôle en aval, au contrôle humain. Jusqu'où on doit aller laisser faire, entre guillemets, l'agentique? Est-ce qu'elle doit agir seule ou pas? Alors en fait, même à l'époque générative pure, ce sujet-là, il est crucial en fait. Et c'est un peu, je pense, le fantasme, la paranoïa, le stress, que d'ailleurs un certain nombre de médias aiment bien. Mais il va y avoir une armée d'agents génératifs qui vont prendre notre place. Prendre le contrôle. Avant même d'en arriver là, de toute manière, on met tous en place une gouvernance qui fait que quand on structure, c'est pas des choses qui existent en soi en fait, ces solutions-là. Elles sont structurées. Et donc nous, quand on lance une nouvelle solution d'IA, et qui s'est basée sur un algorithme, ça passe dans toute une gouvernance où c'est validé par la conformité. Donc, avant même que ce soit, entre guillemets, construit ou lancé, il y a une réflexion autour de ça va pas être une solution qui va être discriminatoire pour les femmes, discriminatoire pour les jeunes, les personnes âgées, etc. Donc, avant même de dire est-ce que ça vit tout seul, il y a une sorte de méta-principe où on leur laisse pas vivre tout seul parce qu'on le structure d'une certaine façon. Ça, c'est tout en haut. Puis tout en bas, et pour nous, c'est super important, nous, on a des ambassadeurs AI Trust qui sont responsables justement dans toutes les équipes, à la fois sur ceux qui construisent et ceux qui utilisent, de s'assurer qu'on peut trust la solution. Et pour nous, le sujet du trust, de la confiance, c'est fondamental parce qu'il suffit de vraiment pas grand-chose pour qu'une grande entreprise qui a une grande marque, et nous, on est hyper attentifs à ça, puisse, sur sa notoriété ou sur sa relation client et sa relation commerciale, subir des pertes hyper importantes. Donc il y a vraiment la gouvernance et puis les AI Trust. Et puis à l'intérieur, ce que Maxime décrivait, et pour nous c'est fondamental, on appelle ça l'opposabilité, c'est le fait qu'on déploie des solutions et après la question c'est qui est responsable. Mon Ask Me de tout à l'heure qui répond au client, qui répond au commercial en lui disant tu peux souscrire un tracteur, voilà les modalités pour souscrire un tracteur. Ah oui mais en fait s'il savait pas que ce tracteur il est dans une région où on souscrit pas les tracteurs, je ne sais pas, est-ce que la réponse qui a été apportée elle est opposable? Qui est responsable si la réponse était fausse? Alors et donc en fait on a exactement le même système que ce que décrit Maxime, c'est-à-dire qu'on apporte une première réponse, ensuite on a un autre agent qui check si la réponse est la même, et si on n'est pas suffisamment sûr que là on a un feu rouge, si on n'est pas suffisamment sûr de la réponse parce qu'il n'y a pas congruence, on dit on n'apporte pas de réponse. Vous n'apportez pas de réponse. On peut faire ces garde-fous comme Maxime le disait, qui à l'intérieur du système bloquent pour que la réponse, la solution, l'action soit opposable. Alors, je vous avais prévenu tout à l'heure, on a réalisé une enquête auprès des professionnels du secteur de l'assurance pour voir ce qu'ils pensaient de l'IA agentique. Alors, on ne va pas parler de tous les résultats, on va en faire un focus sur un des résultats. Donc, on a eu 196 répondants à cette enquête du 4 mai au 20 mai. On a posé la question suivante, votre organisation a-t-elle déjà déployé ou expérimenter des solutions d'IA agentique? Oui, à 34% en production, et oui en phase pilote, en POC, à 24%, ce qui fait un peu plus de la majorité, en fait, à 55%, 58% même, pardon, qui ont développé soit un pilote, soit un POC, soit une IA agentique en production. Je vous vois sourire, Isabelle. Vous êtes dubitative ou pas? Jean-Luc, j'ai pas mauvais esprit, mais moi, quand j'ai répondu au questionnaire, j'ai réfléchi 3 fois à est-ce que j'étais bien sûr que j'étais légitime pour répondre oui à ces 2 questions. Je peux pas croire, sincèrement, je peux pas croire que même en POC et encore moins en production, ça soit la réalité des chiffres dans notre secteur. Je pense pas qu'on soit particulièrement plus en retard que d'autres industries. Non, mais c'est pas le... Mais je pense pas. Et je
Alors, il y a eu une méprise ? Ouais, je pense pas qu'il y ait un mauvais esprit de vouloir exagérer. Je pense que c'est plutôt de l'intérêt de la pédagogie que vous faites aujourd'hui, Jean-Luc. Pas forcément la différence entre les deux, donc je vais cocher oui parce que ça me semble. Perso, j'arrive pas à croire que le 58 soit vrai. Je pense pas. Maxime, vous côtoyez énormément d'assureurs sur ces sujets. C'est quoi votre sentiment par rapport à cette enquête ? Je suis assez aligné avec l'avis d'Isabelle. Nous, on travaille beaucoup chez Shift Technology à construire justement des agents et à travailler avec nos clients, les assureurs, pour voir comment ça modifie tout l'écosystème autour de l'assurance. Il y a des grosses questions qui se posent, qui étaient mentionnées tout à l'heure également par Isabelle sur la conformité. Quelle est la marge de manœuvre qu'on laisse à un agent ? À quel point, comment on mesure le biais d'un agent ? Autant sur des modèles qu'on a utilisés pendant des années sur du machine learning ou du deep learning, on peut les tester sur des jeux de test et se dire, voilà, je suis capable de mesurer le biais. Un agent qui n'est pas déterministe, si je lui pose 2 fois la même question, il ne va pas arriver à la même conclusion. Dans ce contexte-là, comment je mesure le biais, comment je le valide. Il y a beaucoup de questions autour de ça. Nous, on travaille déjà aujourd'hui avec certains de nos clients sur des agents qui sont sous forme de POC ou en production. Ça ne représente pas aujourd'hui 58% du marché. Et par contre, je pense que la différence, c'est effectivement sur quelle est la ligne entre j'utilise un chatbot au quotidien pour mon travail de tous les jours et j'ai des agents qui sont actuellement en train de transformer le monde de l'assurance. Et en fait, je pense que c'est cette ligne qui n'est pas très claire entre j'ai un outil qui me permet de relire mes emails et de valider si c'est bien écrit et de le reformuler. Génératif, c'est ça et même le niveau de transformation. En fait, je pense que ce qui est important de mesurer dans l'agentique, c'est pas tant est-ce que c'est plus que juste un chatbot qui a accès à Internet et auquel cas c'est déjà un agent. La vraie question, c'est est-ce que l'agent est aujourd'hui en train de transformer complètement tous les process que l'on a chez les assureurs. Bon, on leur reposera la question dans quelques mois pour essayer de consolider ce chiffre-là. En tout cas, c'était une première indication. Et puis, on leur a demandé quand même sur quel sujet concret, là, parce on est déjà un peu concret, mais on va rentrer un peu plus dans cette dimension concrète. Sur quel volet, en fait, utilisez-vous l'IA agentique ? Alors, ils nous ont dit 1, pour améliorer l'efficacité opérationnelle, 2, pour automatiser des process à faible valeur ajoutée dans la gestion des sinistres et la gestion de la relation client, l'optimisation des processus, bien sûr la lutte contre la fraude, l'augmentation de la qualité, gain de productivité. Isabelle, vous avez quelques exemples côté Alliance sur des cas d'usage 100% agentique, pardon ? Alors, nous, effectivement, un peu dans ce même esprit, on met nos solutions sur un losange. Elles doivent être utiles à une de ces 4 choses. La productivité, la croissance, le développement commercial, la satisfaction client et l'équilibre technique. D'accord. Et donc, il faut que la solution soit au moins utile à l'une de ces composantes. Peut-être je prends un premier exemple. Alors, c'est assez amusant quand on travaille dans un univers où le réseau de distribution, de façon très importante, et des agents, souvent, il y a confusion entre l'agent. Des agents généraux. Voilà, donc on travaille, des agents généraux. Donc on travaille à une solution, c'est un agent d'agent. Donc c'est un peu un padawan d'agent qui lui permet de travailler plus vite, mieux. Et donc la première chose, c'est ce que je décrivais un peu tout à l'heure, qui apporte des solutions sur le produit, mais ça peut aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire, si c'est un padawan, comme on dit dans Star Wars, c'est quelqu'un qui va l'aider à faire son travail. C'est-à-dire, il va aller au-delà de juste lui donner une réponse. Donc, par exemple, il a un rendez-vous client, il peut enregistrer sur le compte-rendu de son rendez-vous client et un deuxième agent analyse le compte-rendu qu'il fait et identifie « Ah, mais on a oublié de lui poser cette question. » Okay, donc, il lui donne la to-do des choses qu'il doit faire ensuite. Et ensuite, deuxième composante, est-ce qu'il faut que je prenne un rendez-vous pour toi sur ton Outlook pour que ensuite tu ailles récupérer les pièces supplémentaires pour pouvoir matérialiser cette assurance vie. Donc c'est cette idée d'une sorte de compagnonnage entre guillemets entre l'équipe commerciale et des agents. Alors lui il se rend pas compte qu'il y en a plusieurs, il a l'impression que c'est son agent d'agent qui lui apporte des solutions. Donc ça c'est un exemple. Ou dans un autre registre, on sait que c'est très important pour les positionnements
sur Google et donc la capacité à générer des leads digitaux que d'avoir beaucoup de contenu et donc sur son site internet. Et donc, est-ce qu'un agent peut nous aider? On peut avoir des gens qui écrivent du contenu ou est-ce que des agents peuvent nous aider à écrire du contenu? Donc, plutôt que de l'écrire nous-mêmes, est-ce qu'on peut donner un guide à l'agent en lui disant je veux faire des papiers sur mon site, sur la grêle, on n'a pas le droit de dire ça, ça il faut dire, il faut toujours qu'il y ait une image, on lui donne des limites, on lui donne des contraintes. Et donc pour revenir à Human in the Loop, c'est pas l'agent qui va écrire l'article et hop, ça part sur alliance.fr. Ça part sur quelqu'un qui est son manager. D'accord. Il est son padawan, l'autre est son manager, et le manager dit non mais là non pas trop ou ça ok. Et donc je pense qu'une chose qui est aussi fondamentale, c'est que les gens aient du confort à utiliser ces agents-là, voire en ce que je décrivais sur l'horizontal, développent eux-mêmes des agents et donc considèrent que ça les aide. Significativement à aller plus vite ou voire à être plus pertinent dans leur travail. Il y a plein d'autres cas d'usage sur la compliance, sur aujourd'hui c'est vraiment en fonction quoi. Oui, et alors en fait il y a pas IA génératif pour certains cas, IA agentique pour d'autres. En fait les deux peuvent être utilisés de façon complémentaire pour des souscripteurs, pour des commerciaux, pour des gens à l'audit, pour des gens à l'analyse des risques, etc. Maxime, chez Shift, vous proposez pas mal de développement avec des cas d'usage. Vous avez quelques exemples à nous donner ? Pour prendre un exemple un petit peu sur une autre partie des processus en assurance que ce que citait Isabelle, sur la partie sinistre. Je vois dans les exemples que vous citiez la partie automatisation de tâches à faible valeur ajoutée. C'est pas forcément la vision d'un agent. On peut aller beaucoup plus loin sur ce que fait un agent. Typiquement, nous on a des agents aujourd'hui pour aller gérer des sinistres habitations, quel que soit le niveau de complexité. Et donc l'idée, c'est de construire un agent qui va être capable de prendre toutes les conditions du contrat, de prendre toute la liste des polices d'assurance pour voir également qu'est-ce que vous avez dans votre portefeuille et pour être en capacité aussi de dire attention, là vous n'êtes pas couvert, par contre vous pourriez aussi aller chercher tel ou tel produit qui vous permettrait d'être couvert. Et donc un agent qui va être capable d'interpréter le contenu du sinistre, de comprendre quelle est la typologie du sinistre, est-ce que c'est un dégât des eaux, est-ce que c'est une catastrophe naturelle, et donc de comprendre ça, de comprendre quels sont les dégâts, d'évaluer le montant des dégâts et d'aller récupérer, de dire tiens, si j'ai un mur qui est abîmé, est-ce que c'est du mur, est-ce que c'est du placo, est-ce que c'est juste de la brique, et du coup quel est le coût de remplacement, de réparation, et donc d'aller faire une estimation. Et une fois qu'il a préparé tout ça, l'idée c'est d'aller faire un agent ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'avoir un agent qui va encore un cran plus loin, de se dire maintenant que j'ai ça, je regarde qu'est-ce que je veux proposer. Est-ce que je veux proposer directement un gré à gré et donc de proposer à l'assuré de recevoir directement un paiement en direct qui fasse lui-même les réparations. Est-ce que je veux envoyer un expert? Et donc il va être capable d'aller choisir une de ces options, et en fonction de l'option choisie, il va être capable de faire lui-même le paiement, d'envoyer lui-même la communication à l'assuré, et donc de faire tout ça de bout en bout. L'idée, c'est bien évidemment de ne pas se dire je donne tout à l'agent et je laisse faire. La conception même des agents qu'on fait chez Shift, c'était ce dont on parlait en amont sur ce qu'on appelle le human in the loop. Donc, c'est-à-dire, on laisse l'humain en contrôle, et donc tous les agents qu'on construit, ce sont des agents où on peut piloter et on peut à n'importe quel moment activer ou désactiver quelle partie de son processus de décision il a le droit d'activer spontanément. Typiquement, pour reprendre mon exemple d'un agent qui a décidé qu'il voulait faire un gré à gré et qu'il a déjà décidé d'un montant, cet agent en sortie, il a envie de envoyer un paiement, il a envie d'envoyer une correspondance à l'assuré. Et cet agent-là, si en contrôle humain, il va simplement contacter le gestionnaire en lui disant voilà le sinistre, voilà ce qui s'est passé, je vous propose un paiement de 1 200 € à monsieur l'assuré et lui envoyer ce texte par email, êtes-vous d'accord, oui ou non? Et donc le gestionnaire peut revoir le contenu, le valider ou le modifier et derrière l'envoyer. Et va être capable d'interagir directement avec l'agent. Et donc on va être, et j'aime beaucoup l'image du padawan, on va être sur vraiment un assistant qui va faire les tâches et en fait le gestionnaire d'un rôle de vraiment, il reçoit les sinistres et il doit traiter beaucoup de sinistres à la fois, il va traiter plutôt une équipe d'agents, donc il va devenir quelque part manager pour piloter un peu ce que font ces différentes équipes.
ces équipes étant des agents qui vont avancer et qui vont lui proposer, là, j'ai un cas un petit peu particulier, et donc fournir non seulement des recommandations sur ce que l'agent veut faire, mais également des explications. Et donc, en tant que gestionnaire, on va basculer d'un monde où je fais à un monde où je valide ce que d'autres ont envie de faire. C'est très clair, hein. Et on voit très très bien avec vos témoignages et vos cas d'usage la rupture agentique, et vous répondez quasiment indirectement à la question de cette émission. Il va falloir conclure. Isabelle, Maxime, en quelques mots, qu'est-ce que vous aimeriez dire sur ce sujet, sur l'IA agentique, Isabelle Hébert ? Alors, je sais que dans presque toutes les conférences où on parle d'IA, il y a toujours quelqu'un, au moins une fois, qui va dire « Non, mais c'est pas l'humain contre l'IA, c'est oui. ensemble. » Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce qu'on est juste en train de dire, c'est un sujet RH. C'est pas un sujet conceptuel humain, c'est un sujet RH. Parce que maintenant, on va dire, avant, j'avais une équipe de collaborateurs, maintenant, je vais avoir une équipe hybride. C'est exactement ce que Maxime décrit aussi. Et donc, il faut que j'apprenne à manager un agent qui me facilite quand même la vie et à manager un collaborateur, à faire que tout ça vive ensemble. Donc la partie recrutement de talent, confort des gens à utiliser des IA. Comment on identifie qu'un recrutement, la personne va être à l'aise avec le fait de travailler avec un agent, on aura peur, sera pas en confiance, voudra pas en créer elle-même, etc. Donc comment on recrute des gens qui sont agents appétents? Comment on accompagne des managers d'équipes hybrides agents humains? Et comment on fait peut-être grandir des agents, parce que de la même façon qu'on fait des parcours de carrière sur un collaborateur, est-ce qu'on fait un parcours sur des... Non, et peut-être qu'aujourd'hui on a des DRH et que demain on aura des DRA, des directeurs des ressources agents, à l'intérieur des DRH, parce que ça deviendra... alors c'est évidemment un peu une plaisanterie, mais c'est cette nouvelle articulation entre l'homme et la machine. Et donc c'est pas conceptuel, c'est hyper concret et c'est hyper RH pour moi. Maxime ? Je suis assez d'accord avec la transformation fondamentale des métiers qui va arriver. C'est pas juste une technologie. Pour moi, on n'est pas juste sur une technologie, on est vraiment sur une rupture par rapport au monde. On a eu, il y a une vingtaine d'années, l'arrivée du numérique qui a complètement transformé nos vies. On a basculé d'un monde où les gens avaient un téléphone fixe chez eux, où on avait un agent qui allait sonner à leur porte, à un monde où tout le monde avait un smartphone dans sa poche et on peut communiquer en temps réel avec n'importe qui, n'importe quand. Là, aujourd'hui, on est sur le même niveau de rupture, et c'est ça qu'il faut comprendre. L'IA agentique est en train de transformer radicalement non seulement les processus, notamment la façon dont on travaille, mais aussi notre rôle dans la société et ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Aujourd'hui, il faut repenser tout ce qu'on a pensé dans un monde où les choses peuvent être faites différemment. Et comment ça nous change? La question n'est pas de se dire est-ce que j'ai peur ou est-ce que j'ai pas peur. La question est de se dire comment est-ce que je me projette dans ce monde et comment je me dis que la société, même les processus et toute la partie, notamment dans l'assurance, comment on réinvente le monde de l'assurance dans un monde où on a des agents et qui sont pas forcément des agents de terrain mais des agents d'IA. Merci pour cette participation. Merci Isabelle Hébert de votre participation et d'avoir éclairé les gens qui nous écoutent. Merci Maxime Paul. Merci On a été ravis de votre collaboration sur cette émission des Pros mènent l'enquête. À très bientôt.